Elle se tenait dans le couloir comme sur un putain de podium, s'aspergeant de parfum sur le cou comme si je n'étais même pas là. Je pouvais sentir les agrumes et la vanille à 3 mètres de distance. C'était le parfum qu'elle avait l'habitude de porter pour nos anniversaires, à l'époque où cela comptait encore pour elle. Ce soir, apparemment, c'était pour une soirée entre filles. La même robe qu'elle prétendait être trop serrée pour l'église, associée à des talons qui n'avaient pas vu la lumière du jour depuis avant la pandémie. Et la façon dont elle retouchait son rouge à lèvres, lente et délibérée, me disait exactement quel genre d'attention elle cherchait à attirer. Alors, j'ai demandé, sans même élever la voix, « Tu vas où ?» Elle n'a pas répondu tout de suite, continuant de sourire narquoisement à son reflet comme si elle répétait un personnage qu'elle pensait maîtriser à la perfection. « Dehors », finit-elle par dire. « En boîte. Soirée entre filles. » J'ai hoché la tête une fois. C'est tout. Pas de sarcasme, pas de supplication, pas même un sourcil levé. J'ai juste pris note. Elle a attrapé sa pochette, une de ses créations hors de prix qu'elle prétendait avoir eu en solde, et s'est dirigée vers la porte comme si elle était en retard pour un événement sur tapis rouge. Puis elle s'est arrêtée. Je pouvais voir une lueur d'hésitation. Peut-être voulait-elle une réaction. Peut-être pensait-elle que je lui demanderais de rester ou que j'exigerais d'en savoir plus. Mais au lieu de ça, elle a juste lancé une réplique par-dessus son épaule, comme si elle était la star d'une émission de télé-réalité. Ça ne te plaît pas? Alors, demande le divorce. Et d'un coup, l'air s'est épaissi. Pas de rage, mais de finalité. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas juré. Je n'ai même pas ricané. J'ai juste dit 2 mots. Calme, net, chirurgicaux. Ce sera fait. Elle s'est figée. Pas de façon dramatique, pas complètement. Juste un bug dans sa démarche, comme si son cerveau avait une seconde de latence. Puis elle s'est reprise. A accéléré. En fait, elle a claqué la porte derrière elle comme si c'était elle l'offensée. Mais elle n'avait aucune idée de ce qui venait de basculer. Parce que voici ce qu'elle n'a jamais compris. Certains hommes crient quand ils en ont assez. D'autres, comme nous, deviennent silencieux. Nous observons. Nous nous préparons. Et quand nous agissons enfin, il est déjà trop tard pour que l'autre partie puisse rattraper son retard. Alors je suis allé dans le bureau, passant devant la bibliothèque où elle n'avait rien touché depuis des mois, et j'ai sorti un dossier que j'avais caché derrière le 3e volume de l'ancienne collection de pièces de mon père. Le dossier avait une étiquette. Normalement, c'était une blague, vraiment, car lorsque j'ai commencé à le constituer, j'espérais encore me tromper, mais ce n'était pas le cas. À l'intérieur, il y avait des mois de données, pas de son téléphone. Elle le nettoyait trop souvent pour qu'il soit utile. Non, c'était des horodatages, des photos, des reçus qu'elle laissait à la poubelle, sans penser que je vérifierais un jour. Le Club Capri, toujours la même boîte. Les vendredis soirs, les mercredis soirs, une fois, même un lundi. Une carte de membre qu'elle avait empruntée à son amie Nona et n'avait jamais rendue. Oh, et Nona, je l'avais aussi. Une lettre manuscrite d'une page entière, glissée au fond du dossier, datée et paraphée. Sa conscience ne pouvait plus supporter le mensonge. J'ai fixé la dernière page un instant. Une photo, floue, mais suffisamment nette, prise à distance à travers la lunette arrière d'une voiture. Ma femme, blottie sur le siège passager d'une Mercedes argentée. Sa main reposait sur le genou du conducteur. Son visage n'était pas visible, mais je savais qui c'était, et il était sur le point de savoir qui j'étais, moi aussi. J'ai pris mon téléphone et envoyé un unique message. Pas à elle, pas encore. À sa sœur. Club Capri, va voir au carré VIP. Puis j'ai transféré autre chose. Un message à ma femme. Pas de mots, juste cette même photo. Elle et lui, nichés dans sa voiture comme des adolescents se cachant de leurs parents. Légende, à toi de jouer. Au fait, puisque la plupart des gens n'appuient jamais sur le bouton, si vous faites partie des 97% qui écoutent sans être abonnés, sachez que ça aide l'équipe plus que vous ne l'imaginez. C'est ce qui permet à des histoires comme celle-ci d'exister. C'est tout. Bref, je suis resté là, dans la cuisine, à me verser un verre d'eau d'une main qui ne tremblait pas. Elle pensait avoir gagné quelque chose ce soir.
pensait que j'allais rester à la maison à ruminer pendant qu'elle jouait le rôle qu'elle s'était convaincue être émancipateur. Mais ce n'était pas une réaction. C'était une réponse. Et les heures suivantes, elles étaient déjà écrites. Le silence qui a suivi le claquement de la porte n'était pas colérique. Il était clinique. Comme le clic d'un interrupteur. Tout en moi est devenu immobile, pas engourdi, concentré. Il y a une différence. Je n'ai pas fait les 100 pas, je n'ai pas marmonné pour moi-même, je suis juste allé au bureau et j'ai sorti le dossier du tiroir derrière le vieil échiquier dont elle se plaignait toujours. Il prenait trop la poussière, ce qui était à propos, car ce soir, elle allait apprendre combien de coups d'avance j'avais sur elle. Ce n'était pas de la paranoïa. C'était de la reconnaissance de schéma. Et j'avais chaque pièce consignée, classée par couleur, datée. Chaque soir où elle prétendait être chez sa sœur, je vérifiais avec les registres de VTC, des trajets Uber qui se terminaient près du club Capri et finissaient tard. Très tard. Les heures ne mentaient pas. Les caméras non plus. Je l'avais rentrant à la maison à 2h46 du matin en talons, son rouge à lèvres complètement effacé et ses cheveux dans un état qu'elle ne pouvait pas mettre sur le compte de l'humidité. Et les voitures. Mon Dieu, les voitures. Cette Mercedes argentée garée à seulement 2 places de l'angle mort de la caméra de sécurité du club. 3 week-ends de suite. Même plaque, même heure, même porte derrière laquelle elle disparaissait pendant 1h12 à chaque fois. Puis est venu le vrai coup de massue. Le mot de Nona. Trouvé dans ma boîte à gants où elle l'avait laissé après que je l'ai ramené d'un mariage auquel elle n'était pas censée assister seule. Elle pleurait. Ne pouvait même pas me regarder dans les yeux. Elle a dit qu'elle était fatiguée de mentir pour couvrir quelqu'un qui, de toute évidence, s'en fichait. Le mot était court, plein d'excuses, avec une écriture cursive et brouillonne, datée. Elle y va avec lui depuis un moment. Le même type, toujours dans le carré VIP, grand, des lunettes. Je suis désolé. Je pensais juste qu'elle arrêterait. Elle n'a pas arrêté. J'ai ouvert mes messages et composé le premier texto. Pas à ma femme. Pas encore. J'ai choisi un destinataire plus précis. Sa sœur. Celle qu'elle utilisait toujours comme alibi. Message, Club Capri, carré VIP. Tu devrais peut-être aller voir. Aucune explication, juste ça. Assez pour allumer la mèche. Puis est venu le deuxième texto. Cette fois, à la femme actuellement à moitié ivre, prétendant être célibataire dans une boîte au néon et au champagne bon marché. Je n'ai pas tapé un mot, j'ai juste joint la photo. Elle datait de samedi dernier. Caméra du parking. Elle a un bras autour de l'épaule de l'homme mystère, l'autre main tenant sa pochette comme si elle posait pour une publicité de magazine intitulée « Trompée en toute simplicité ». Elle rit, se penche trop près. Son expression n'est pas seulement détendue. C'est de la flirtation en haute définition. En dessous, j'ai écrit 2 mots. À toi de jouer. Et j'ai appuyé sur envoyer. Je ne m'attendais pas à une réponse. Je m'attendais au silence, et c'est exactement ce que j'ai eu. Mais pas pour longtemps. 3 minutes. C'est le temps qu'il a fallu avant que le point ne s'allume, indiquant qu'elle l'avait vu. La confirmation de lecture, l'aveu numérique. Puis le tracker de l'application a vibré. Elle n'était pas là où elle avait dit qu'elle serait. Elle ne l'était jamais. Mais maintenant, elle fuyait. Je pouvais le voir. J'ai regardé sa position GPS passer soudainement du club au trottoir. Elle a appelé une voiture. Non, pas l'Uber qu'elle avait pris plus tôt. Celui-là, je l'avais déjà fait annuler. Elle s'affolait maintenant, paniquait. Pendant ce temps, je me suis adossé dans le fauteuil, sirotant ce qui restait du café du matin. Tiède, amer, exactement comme ce qui restait entre nous. 3 minutes plus tard, les phares d'un autre Uber ont clignoté à travers les rideaux. Et puis je l'ai entendu. Le bruit des clés qui s'agitent, la porte qui se déverrouille plus vite que d'habitude. Puis elle est entrée, essoufflée, comme si une tempête qu'elle ne pouvait fuir l'avait suivie jusqu'à la maison. Elle a fait irruption par la porte comme si celle-ci était en feu, ses talons cliquant frénétiquement sur le carrelage avant qu'elle ne les envoie valser d'un coup de pied en pleine course et ne jette son sac sur la table d'appoint. Les cheveux en bataille à cause du vent, le souffle court à cause de la panique. Pas du cardio.
Ses yeux ont balayé la pièce comme si elle cherchait une embuscade. C'était quoi, ce bordel, aboya-t-elle, de la voix de quelqu'un qui n'a pas l'habitude d'être pris, seulement suspecté. Je n'ai pas répondu. J'ai simplement tourné sa tablette pour que l'écran lui fasse face. Elle était déjà déverrouillée. Ouverte sur l'application du Club Capri. Les registres d'arrivée des membres affichés en plein centre. 5 visites en 2 semaines, dis-je. Toutes sous l'identifiant de membres de Nona. Toutes pendant des soirées entre sœurs d'aider et courses à faire. Elle a plissé les yeux, essayant de convoquer cette rage qui fonctionnait autrefois sur moi. Mais je ne bougeais pas. Elle le sentait aussi. Que je n'étais plus sur la défensive. Je ne faisais que présenter les faits. Pas d'émotion, pas d'accusation, juste des données. D'accord, commença-t-elle, rejetant ses cheveux en arrière comme si cela pouvait dissiper la tension. J'y suis allé quelques fois. Ce n'était rien, juste pour danser. Je n'ai pas menti là-dessus. Même heure de sortie chaque soir, continuai-je. 22h41, comme une horloge. Et tu partais toujours par l'arrière. Les images de sécurité le confirment. Tu veux deviner qui était garé derrière les poubelles? Même voiture, même plaque d'immatriculation. Tu me suis maintenant? Tu me harcèles sérieusement? C'est fou la rapidité avec laquelle les gens vous accusent de trahison alors qu'ils sont eux-mêmes en plein dedans jusqu'au cou. Je me suis penché en avant, les coudes sur les genoux, les mains jointes. Calme, trop calme. Je n'ai pas besoin de te suivre. Tu laisses des empreintes partout. L'erreur n'était pas de tricher. L'erreur était de penser que je ne remarquerais jamais le schéma. Tu t'es répété. Elle a rouvert la bouche, mais j'ai fait un geste vers la table. Là, soigneusement placée à côté de la télécommande, se trouvait une seule enveloppe blanche, épaisse, lourde. Lilas. Elle l'a fixée comme si elle pouvait exploser. Elle n'a pas bougé pendant 5 bonnes secondes. Puis finalement, elle a traversé la pièce et l'a prise. Ses mains tremblaient légèrement, mais elle a sorti les pages. La première était manuscrite, de l'écriture à peine lisible de Nona, datée, signée et tachée par le vin qu'elle tenait probablement quand sa culpabilité a finalement débordé. J'ai essayé de lui dire d'arrêter, commençait la lettre. Il est marié, et ce n'est pas juste un amusement inoffensif comme elle ne cesse de le dire. Elle a rencontré ses enfants. Elle garde leurs photos sur son téléphone. J'en suis malade. Je ne peux plus continuer à couvrir ça. S'il te plaît, ne m'en veux pas. Les mains de ma femme sont tombées le long de son corps. Qui d'autre a vu ça, demanda-t-elle doucement. Assez de monde, répondis-je. Elle s'est humectée les lèvres, la voix cassée. Et alors? Maintenant, tu rassembles des témoignages contre moi. Non, dis-je. J'ai juste arrêté de te trouver des excuses. Ses yeux ont fusé partout, comme si elle cherchait une issue de secours au milieu de notre putain de salon. Puis elle s'est de nouveau installée dans l'indignation. Le masque qu'elle portait le mieux. Je t'ai dit que j'avais besoin d'espace, que j'étouffais. Tu étouffais dans une maison de 5 chambres avec quelqu'un qui a remboursé tes prêts étudiants et ne t'a jamais demandé une seule fois de quitter ton travail, ai-je lâché, laissant enfin mon ton devenir tranchant. Si c'est ça, étouffer, alors j'espère qu'il te fait du bouche à bouche dans sa berline de luxe. Elle a ouvert la bouche, probablement pour blâmer le stress, la routine, me blâmer de ne plus être l'homme que j'étais. Mais j'avais déjà fini d'écouter. Lis la 2e page, dis-je sèchement. Celle avec son nom dessus. Ses yeux se sont écarquillés. Ouais, ai-je ajouté. Je sais exactement qui il est. Et devine quoi? Sa femme aussi, maintenant. Elle est restée immobile, tenant les pages comme si elles étaient radioactives. Ses doigts se sont légèrement crispés, essayant de lisser les bords, mais c'était inutile. Les mots qui y étaient inscrits avaient déjà déformé quelque chose en elle. Son visage a traversé une série de minuscules réactions fracturées. Confusion, peur, agacement, puis celle qu'elle pensait pouvoir utiliser comme une arme. L'indignation. Elle n'y va pas juste pour danser, avait écrit Nona. Elle y va pour rencontrer un homme. Le même à chaque fois. Grand, des lunettes, il conduit une Mercedes argentée. Je suis désolé d'avoir continué à la couvrir. Je pensais juste qu'elle arrêterait. Cette dernière ligne, je pensais juste qu'elle arrêterait.
Elle a raisonné différemment parce que nous savions tous les deux qu'elle ne l'avait pas fait. Elle n'a pas arrêté. Elle a redoublé d'efforts. Et la seule raison pour laquelle on en était arrivé là, c'est que quelqu'un d'autre ne pouvait finalement plus vivre avec ça non plus. Ma femme a fixé la dernière phrase comme si elle voulait prétendre ne pas l'avoir lue. Ça. C'est Nona qui est dramatique. Tu sais comment elle est. Bien sûr, dis-je. Nona est dramatique, mais aussi détaillée. C'est une sacrée combinaison. Elle a croisé les bras, posture de défense. Et alors? C'est juste un ami. Ce mot encore, ami. Le laissez-passer magique et universel pour les mensonges. Ami, comme si nous étions de retour au lycée et qu'elle sortait prendre des milkshakes avec le grand frère de quelqu'un. Je n'ai pas bronché, je lui ai juste fait un signe de tête et un lent clignement des yeux. Bien sûr. C'est pour ça que j'ai suivi la plaque d'immatriculation le week-end dernier. Le silence s'est brisé comme un coup de feu. Je me suis levé, je suis allé à la table d'appoint, j'ai sorti un deuxième dossier, plus petit que le premier, ne contenant que deux choses, un arrêt sur image d'une caméra de surveillance routière et un nom. Tu te souviens de cette nuit où tu as dit que tu aidais Nona à faire ses cartons pour son déménagement? Tu as quitté la maison en jogging. Tu as dit que tu ne te sentais pas bien, mais devine qui s'est pointé à ce même carrefour 42 minutes plus tard? Conduisant ta voiture. Même voiture, tenue différente, maquillage complet. J'ai posé la photo devant elle. L'horodatage était impossible à manquer. Juste à côté, j'ai glissé le rapport de la préfecture que j'avais payé, croisé les plaques, vérifié le propriétaire, puis j'ai continué. On en arrive à la partie amusante. Le nom. Sa bouche s'est entr'ouverte, presque imperceptiblement. Je n'ai pas élevé la voix. Je l'ai juste dit. Son nom, celui qu'elle pensait que je ne connaissais pas. Et quand je l'ai dit, calme, stable, sans scier, elle a fait quelque chose qu'elle n'avait pas fait depuis notre première année de mariage. Elle a cligné des yeux. C'était comme un bug dans son âme. Comme si entendre ce nom avait mis tout son système en mode erreur. Son souffle s'est coupé. Sa lèvre a tremblé. Elle a regardé partout sauf moi. Et dans ce clignement, juste cette minuscule réaction involontaire, j'ai obtenu plus de vérité qu'elle ne m'en avait jamais donné volontairement. Ce nom te dit quelque chose, ai-je demandé, connaissant déjà la réponse. Non. Dois-je te rappeler où vous vous êtes rencontrés pour la première fois? Ou peut-être devrais-je simplement lire son profil LinkedIn à voix haute. Tu sais, la partie où il est dit qu'il est marié et père de 2 enfants. La partie où il est dit qu'il dirige des formations sur l'éthique d'entreprise 2 fois par an. Elle a reculé comme si la pièce avait rétréci. Tu l'as cherché. J'ai pris le petit déjeuner avec lui une fois, dis-je nonchalamment. Il avait un pneu crevé devant notre allée. Je l'ai aidé à le changer. Tu nous regardais depuis la fenêtre de la cuisine en faisant semblant de faire la vaisselle. Tu as même fait un signe de la main. Ses genoux ont fléchi. Pas assez pour s'effondrer, juste assez pour savoir qu'ils en avaient envie. C'était il y a 3 mois, ai-je ajouté. Depuis combien de temps ça durait à ce moment-là? Son silence n'était pas paisible. Il était assourdissant. Je me suis rassis, j'ai laissé le moment s'étirer jusqu'à ce qu'il se brise. Tu as dit que c'était un ami. C'était ton histoire. Elle a hoché la tête, mécaniquement. Alors, voici la mienne, dis-je, en brandissant à nouveau le dossier. Chaque ami a une histoire, et la sienne se trouve dans la boîte de réception de sa femme en ce moment même. Le son qui est sorti de sa bouche n'était pas un mot, juste une fine expiration, moitié panique, moitié regret. Mais le regret n'efface pas les schémas, et elle en avait plus d'un. Je n'ai pas élevé la voix. Je n'ai rien claqué ni fait de scène. J'ai simplement tendu la main derrière moi et pris la seule page que je n'avais pas encore montrée. La photo que j'avais imprimée il y a 2 jours à la pharmacie en faisant semblant d'aller chercher du dentifrice et des médicaments contre le rhume. Je l'ai fait glisser sur la table. En couleur, haute résolution, prise par la caméra de sécurité du chevron près de ce centre commercial où elle prétendait toujours se faire les ongles. Il est debout à côté de la Mercedes, faisant le plein, jetant un coup d'œil à son téléphone avec ce genre de calme suffisant qui appartient aux hommes qui pensent que personne ne les regarde. Mais quelqu'un regardait. Et la plaque d'immatriculation, entièrement visible, claire comme le jour.
Elle a fixé la photo comme si elle pouvait se réarranger pour montrer un autre homme. Un qui ne mènerait pas directement à tout ce qu'elle jurait ne pas faire. Mais aucune magie n'est venue. C'était lui. Tu le reconnais? Demandai-je doucement. Ses lèvres se sont entr'ouvertes comme si elle allait parler, mais rien n'est sorti. Ouais, c'est ce type. Marié, 2 enfants. Il vit à 12 minutes d'ici, près de cette rue sinueuse près du lac. Celle dont tu disais qu'elle avait un adorable marché de producteurs. Elle a bougé sur sa chaise. Le genre de tic que les gens ont quand la pièce semble soudain trop petite pour leurs excuses. Tu ne risquais pas que moi, dis-je, en me penchant légèrement. Tu risquais tout. Son mariage, notre maison, ta réputation. Et pourquoi? Un type qui t'envoie des émojis après minuit et te dit que tu es différente des autres? Sa voix est finalement revenue, cassante et défensive. Comment le connais-tu, même? Je n'ai pas rompu le contact visuel. Parce que je l'ai aidé à réparer sa putain de voiture, dis-je. Il y a 3 mois, pneu crevé juste devant notre allée. Tu te souviens de cet après-midi? C'était un samedi. Je lavais le barbecue et tu étais à l'intérieur, faisant semblant de nettoyer la cuisine tout en nous épiant depuis la fenêtre. Tu as fait un signe. Il a fait un signe. Tu nous as même apporté de la limonade comme si tu organisais un pique-nique de quartier. Le vide qui a suivi n'était pas le silence. C'était l'absence. Son expression, ses défenses, sa colonne vertébrale, tout avait disparu. Tout ce qui restait était l'écho creux de quelqu'un qui pensait avoir le temps de mentir un peu plus longtemps. J'ai laissé ça planer. Je l'ai laissé respirer le poids de tout ça. Est-ce qu'il savait que tu étais marié? Demandai-je sèchement. Elle n'a pas répondu, non pas parce qu'elle ne le voulait pas, mais parce qu'elle ne le pouvait pas. Et tu savais qu'il était marié, n'est-ce pas? Toujours rien. Sa mâchoire s'est crispée comme si elle essayait de retenir un cri ou la culpabilité. Peut-être les deux. J'ai continué, parce que pourquoi s'arrêter maintenant? J'ai envoyé un email à sa femme ce soir, ai-je ajouté, la regardant tressaillir comme si je venais de laisser tomber une allumette sur de l'essence. Pas grand-chose, juste les bases. Des dates, des captures d'écran, 2 photos. Elle n'a pas encore répondu. Mais crois-moi, elle le fera. Tu n'as pas fait ça, murmura-t-elle, retrouvant enfin sa voix. Si. Elle s'est levée brusquement, renversant sa chaise contre le mur, faisant les 100 pas maintenant, les bras croisés, se mordillant l'intérieur de la joue comme si cela pouvait lui faire gagner du temps. Pourquoi ferais-tu ça? A-t-elle lâché en se tournant vers moi. Pourquoi l'entraînerais-tu là-dedans? J'ai incliné la tête. L'entraîner là-dedans, chérie? C'est toi qui as fait ça au moment où tu t'es assise dans sa voiture avec ta main sur sa cuisse et ton alliance retirée. Son souffle s'est coupé dans sa gorge, et pour la première fois depuis qu'elle était rentrée ce soir-là, elle n'avait pas l'air en colère. Elle avait l'air brisée, comme quelqu'un qui comprend enfin qu'elle n'est pas en train d'entrer dans une dispute mineure. Elle faisait face aux conséquences. Et je n'avais pas fini. Elle était plus silencieuse cette nuit-là, pas vaincue, juste en train de recalculer. Elle s'est attardée devant le miroir de la chambre plus longtemps que d'habitude, appliquant son maquillage avec la moitié de la confiance et 2 fois plus d'effort. Les talons étaient plus bas, la robe moins voyante, toujours flatteuse, toujours intentionnelle. Mais il ne s'agissait plus d'impressionner qui que ce soit maintenant. Il s'agissait de prouver qu'elle pouvait encore franchir cette porte sans demander la permission. Elle n'a même pas essayé de masquer cela avec de la gaieté. Pas de faux sourire. Non, Justin, je vais juste prendre un verre avec les filles, cette fois. Juste 4 mots marmonnés à voix basse, comme une excuse qu'elle ne s'attendait pas à ce que je crois. J'ai besoin d'air. Je n'ai pas levé les yeux, j'ai juste hoché légèrement la tête. Les yeux sur l'écran. Elle a attendu. Peut-être s'attendait-elle à ce que je dise quelque chose, que je l'arrête, que je la supplie, que je me batte. Mais je ne l'ai pas fait, car ce n'était plus un moment de contrôle. C'était un test. Et elle était encore trop arrogante pour réaliser que la note avait déjà été enregistrée. La porte a cliqué en se fermant. Je n'ai pas regardé par la fenêtre. Je n'ai pas suivi sa position. Je me fichais du mensonge dont elle enrobait la soirée. J'avais déjà ma réponse. Au lieu de cela, j'ai agi avec détermination.
J'ai nettoyé la maison comme elle le faisait quand elle attendait de la visite. Table débarrassée, serviettes empilées, sol balayé. J'ai même fait une cafetière. Le mélange corsé qu'elle n'a jamais aimé. Peu importe. Ce n'était pas pour elle. Puis je me suis assis avec mon ordinateur portable et j'ai composé un unique email à sa femme. Objet, vous méritez la vérité. Le corps de l'email n'était pas dramatique, juste clinique. Des puces, des dates, des heures, des pièces jointes. Un dossier intitulé « Club Capri ». Un autre, « Parking 328 ». Je n'ai pas embelli, pas spéculé, j'ai juste offert la seule chose que personne ne lui avait encore donnée, la vérité. Les pièces jointes se sont chargées lentement. Ma connexion traînait. Probablement un signe que j'aurais dû me soucier davantage de mon routeur que de son soudain désir d'apprendre la salsa. À 2h57 précise, le message a été marqué comme envoyé. À 3h04, la confirmation de lecture a clignoté en vert, ouvert, vu. Je suis resté assis dans le noir, sirotant mon café tandis que mon téléphone restait intact sur la table. À 3h12, j'ai entendu le doux crissement des pneus sur le gravier. La porte s'est ouverte avec plus de soin que d'habitude, moins de claquements, plus de culpabilité. Elle est entrée silencieusement, comme un enfant qui a dépassé son couvre-feu de 3 heures et espère que tout le monde a magiquement oublié l'heure. Ses talons ont cliqué une fois, puis elle s'est arrêtée net. Elle a vu que les lumières du salon étaient allumées. La table était mise. 2 tasses placées l'une en face de l'autre. La maison sentait le nettoyant aux agrumes et la trahison. Elle est entrée dans la cuisine. Son téléphone a vibré une fois, 2 fois, puis une avalanche. Je l'ai regardé lire l'écran. 11 messages. Le nom du contact n'était pas le mien. C'était celui de la femme de l'autre. Elle n'a même pas pris la peine de faire semblant de ne pas paniquer. Ses doigts tremblaient. Elle a parcouru les messages comme si elle pouvait passer les conséquences en accéléré. Je me suis levé lentement et je suis allé à la table, j'ai pris la 2e tasse, j'ai bu une gorgée, je l'ai regardé dans les yeux, puis j'ai dit. Assieds-toi. Pas de cris, pas de menaces. Juste une demande empreinte de quelque chose de plus froid que la rage. La résolution. Elle s'est assise. Pas parce que je lui ai dit de le faire, mais parce que ses jambes ont lâché. Elle est entrée comme un enfant entrant dans le bureau du directeur. Pas lent, épaules tendues, maquillage maculé sur un œil, comme si elle l'avait frotté sans réfléchir. Son téléphone s'allumait encore toutes les quelques secondes, vibration après vibration, mais elle avait cessé de vérifier. Le peu d'espoir qu'elle avait eu sur le chemin du retour s'était caillé quelque part entre le message 5 et le 6. Et puis elle a vu les chaises. 4, parfaitement disposées dans le salon. Symétriques, délibérées, pas un arrangement anodin, pas au hasard. L'une était la sienne, l'une était la mienne, 2 étaient vides. Elle s'est figée, ne s'est pas assise, a juste fixé les chaises comme si c'était des pièges ou pire, des miroirs. Qui d'autre vient, demanda-t-elle, sa voix à peine plus qu'un murmure. Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai juste versé une autre demi-tasse de café et me suis appuyé contre le mur, la regardant, laissant le silence vibrer. Puis j'ai dit, tu verras. Son souffle s'est coupé. Tu n'as rien dit à personne, n'est-ce pas? Je l'ai regardé et j'ai dit calmement. Trop tard pour ça. C'est alors que ses bras se sont croisés, non par défi, mais par panique, comme si elle essayait de se resserrer sur elle-même avant que quelque chose d'autre ne la déchire. Elle a commencé à faire les 100 pas, marmonnant pour elle-même, d'accord, peut-être que c'est. Peut-être qu'on peut en parler. Peut-être. Puis on a frappé. Un coup sec et délibéré à la porte. Elle a sursauté si fort que son bracelet est tombé de son poignet et a cliqueté sur le sol. Elle m'a regardé, pâle, essoufflée. Je n'ai pas bougé. Vas-y. Elle a ouvert la porte lentement. Et elle était là. La femme. Celle dont ma femme ne pensait pas qu'elle existait au-delà d'un nom évoqué en passant. Celle qu'elle pensait trop éloignée pour être un jour entraînée dans sa petite escapade. Elle n'était pas en colère. Elle n'a pas crié, ni giflé, ni juré. Non, son visage était encore contrôlé, comme si la tempête était déjà passée pour elle, et ce qui restait était le calcul. Elle est entrée et a tendu à ma femme un simple mot plié. Net, propre,
plié avec soin, comme une enveloppe sans adresse. J'ai pensé que vous devriez lire ce que votre amie dit de vous, dit-elle sèchement. Quand vous n'êtes pas dans sa voiture. Puis elle s'est tournée vers moi et a hoché la tête une fois. Pas un merci, pas même une reconnaissance, juste une confirmation, comme si la transaction était terminée. Et elle est sortie en silence, ne laissant que l'odeur de son parfum et le son de tout qui s'effondre. Ma femme est restée immobile. Pendant une seconde, j'ai cru qu'elle allait rester là pour toujours, figée dans la boucle que son esprit venait de créer. Puis elle a ouvert le mot. Ses genoux ont cédé à mi-chemin de la première phrase. Elle ne s'est pas assise. Elle est tombée lourdement, les mains se rattrapant sur le sol, le papier lui glissant des doigts, flottant vers le bas comme une petite dague poétique. Je n'ai pas bougé pour l'aider. J'ai regardé la page qui reposait maintenant, face visible, près de son genou, et je pouvais voir la première ligne de là où j'étais. C'était une capture d'écran d'un fil de discussion de lui. Il l'avait envoyé à un de ses amis, probablement quelqu'un qui le trouvait malin de tromper sans se faire prendre. La conversation avait été imprimée, pas tapée. La crudité de la chose la rendait pire. Ouais, elle est désespérée, une cible facile, seule, un peu triste, honnêtement. Le message suivant, je ne sais pas combien de temps encore je peux faire semblant que ça m'intéresse. Un autre, elle parle comme si on était des ados. Mec, elle s'accroche à fond. Et puis le coup de grâce. Je pourrais la ghoster demain qu'elle m'enverrait encore un texto pour me souhaiter bonne nuit. Elle est de ce genre. Ma femme a eu un hoquet. Ce son, celui qu'on pousse quand quelque chose à l'intérieur de vous se brise en deux. Elle a tendu la main vers le papier comme si le saisir pouvait changer ce qui y était écrit. Mais les faits ne se réécrivent pas. Et les amis comme lui, ils parlent toujours quand ils pensent que personne n'écoute. Elle a levé les yeux vers moi, des yeux humides et affolés. C'est toi qui lui as envoyé ça. J'ai secoué la tête lentement. Non, c'est lui. Il y a des mois. Elle vient de le trouver aujourd'hui. Tout son corps tremblait parce que soudain, il ne s'agissait plus de trahison. Il s'agissait d'être jeté, même par celui pour qui elle avait tout abandonné. Elle n'a pas pleuré tout de suite. Ça aurait été trop facile, trop humain. Non, elle a juste fixé le papier comme si, à force de le regarder, il se réarrangerait en quelque chose d'autre. Une version de la réalité où elle était la victime, pas la chute de la blague. Mais ce n'est pas comme ça que la vérité imprimée fonctionne. Il a dit ça, demanda-t-elle, la voix tremblante alors qu'elle soulevait à nouveau la page avec deux doigts tremblants, relisant les mêmes mots pour la troisième fois. Je n'ai pas répondu, car que restait-il à clarifier? Une distraction. S'accroche trop vite. Assez grande pour savoir mieux que ça. Elle est jetable. Chaque phrase tombait comme un coup. Et je n'ai pas eu à lever le petit doigt. Il avait fait tout ça tout seul. L'homme qu'elle avait défendu, protégé, pour qui elle avait menti. Elle a couvert sa bouche avec sa main. Enfin, comme si elle pouvait physiquement empêcher l'humiliation de déborder, comme si la honte était quelque chose qu'elle pouvait retenir. Pourtant, elle continuait à me regarder, cherchant quelque chose. De la colère, de la pitié, peut-être une dernière lueur d'attention qu'elle pourrait manipuler. Mais je l'ai juste regardé en retour, vide, calculateur. Puis je me suis dirigé vers la table basse, j'ai ouvert lentement mon ordinateur portable et je l'ai tourné vers elle. Sans avertissement, sans préparation, juste un unique fichier audio prêt à être lu. Elle a cligné des yeux. Qu'est-ce que c'est? Appuie sur play, dis-je doucement. Elle a hésité, puis a cliqué. Sa propre voix s'est élevée des haut-parleurs. Elle ne se souvenait pas de l'avoir enregistré. Ça, c'était clair. Mais l'application de messagerie vocale se fichait des intentions. Elle se souciait des horodatages. Enregistrement automatique laissé par accident. Elle avait dû m'appeler sans le savoir. En pleine conversation avec Nona sur haut-parleur dans sa voiture. Je m'en fiche même de lui, disait sa voix, ennuyée et dédaigneuse. Ce n'est pas le sujet. J'aime juste l'attention, tu sais, être désiré à nouveau. Greg ne me regarde plus jamais. Ses yeux se sont écarquillés, la bouche légèrement entr'ouverte. L'enregistrement continuait. C'est comme s'il faisait tout ça, paie les factures, répare la voiture, plie le linge, et je suis juste censé ressentir quoi? De la gratitude.
Comme si c'était ça, le romantisme. Elle avait l'air d'avoir été giflée, et je n'avais pas dit un seul mot. L'audio s'est coupé. Le silence est revenu. Mais maintenant, il avait des dents. Ta voix, dis-je, toujours calme. Difficile de te sortir de ça avec des mensonges, hein. Elle s'est effondrée dans la chaise en face de moi, ses bras tombant mollement le long de son corps. Tout dans sa posture, son visage, son souffle, a abandonné d'un coup. Ses yeux cerclés de rouge ont de nouveau croisé les miens. Je ne voulais pas, tu ne voulais pas te faire prendre, les jeux coupés. C'est la seule chose que tu regrettes. Non, ce n'est pas ça, Greg. S'il te plaît, laisse-moi expliquer. Ce n'était pas, c'était toi, dis-je, en tapotant l'ordinateur portable. Et ça, ai-je indiqué en pointant le papier qui tremblait encore dans sa main. C'est ce qu'il pense de toi. Pas une romance. Même pas une amourette. Juste une cible facile. Tu as renoncé à ton mariage pour être insignifiante. La chaise a grincé sous elle alors qu'elle bougeait, cherchant désespérément une position qui ne ressemblait pas à un effondrement. Tu crois que je suis fier de ça, demanda-t-elle soudainement. Tu crois que je voulais quoi que ce soit de tout ça? Non, répondis-je. Je pense que tu voulais le contrôle, et que tu as confondu l'attention avec le pouvoir. Elle a grimacé, tout son corps se repliant sur lui-même. La femme qui se pavanait autrefois dans cette maison comme si c'était sa scène se ratatinait maintenant dans une chaise où elle semblait à peine tenir. J'ai laissé le silence revenir. Tranchant, lourd, final. Puis j'ai dit la seule phrase que je retenais depuis le début de ce dénouement. Tu nous as perdus tous les deux. Lui et moi. La différence, c'est qu'il n'a jamais vraiment voulu de toi. Et moi, j'en avais fini de faire semblant de le vouloir encore. La pièce était devenue silencieuse, comme un théâtre après le dernier acte, avant que les lumières ne se rallument. Seulement, il n'y aurait ni applaudissements, ni rappel, juste la dernière vérité entre nous, livrée sans drame, sans espoir. J'ai tendu la main sous la table basse, j'ai sorti le dossier en manille que j'avais rangé des semaines auparavant, à l'époque où le soupçon s'était transformé en certitude, et où l'amour s'était transformé en froide logistique. Il n'était pas marqué. Pas de nom, juste du poids. Elle a observé mes mains comme si elles allaient faire exploser quelque chose. Je l'ai placé entre nous. Elle ne l'a pas touché. À l'intérieur, demande de divorce, séparation des biens, réattribution de la maison, déclaration de détresse émotionnelle. Déposer mais non signé, pour l'instant. Ses mains ont bougé comme par instinct, mais elles ont plané juste au-dessus du dossier, comme si le toucher le rendait réel. Qu'est-ce que c'est, demanda-t-elle, sachant déjà. La réalité, dis-je. Elle l'a ouvert lentement, a parcouru les pages. Ses yeux ont fusé de clause en clause. Mais la compréhension n'était pas le problème. L'acceptation l'était. Je ne voulais pas Greg. S'il te plaît, balbutia-t-elle. Je me suis juste perdu. Je ne réfléchissais pas. Arrête, dis-je sèchement. Elle a tressailli. J'ai pointé la dernière page où son nom et le mien étaient tapés en gras au bas d'une pétition qu'elle ne s'attendait jamais à voir de ses propres yeux. Tu as dit, ça ne te plaît pas? Demande le divorce. Sa lèvre a tremblé. C'était juste. Greg. Allons. Ce n'était pas sérieux. C'était la phrase la plus honnête que tu aies dite depuis des mois, répondis-je. Elle m'a regardé comme si elle venait de réaliser que la sortie n'était pas un bluff, que ce n'était pas une séparation d'essai. Que l'homme qui dormait à côté d'elle, qui l'avait autrefois surprise avec des cartes routières pliées en forme de cœur et qui mémorisait sa commande de latte même quand elle la changeait chaque semaine, était parti. Pas disparu, effacé. Tu ne peux pas tout jeter comme ça, murmura-t-elle, désespérée. Nous avions une vie. Tu m'aimais. C'est vrai, dis-je sans broncher. Mais tu aimais plus l'attention. Les gens font des erreurs, dit-elle rapidement, la voix s'élevant. On peut arranger ça. On peut aller en thérapie ou. Je me suis levé. Ce seul mouvement a volé le reste de sa phrase de sa gorge. Tu l'as déjà fait, dis-je. Tu m'as réparé. Elle a cligné des yeux. Quoi? Je n'arrêtais pas de me demander ce que je faisais de mal. Pourquoi rien de ce que je faisais n'était suffisant? Pourquoi être stable,
loyal et discret était traité comme un échec. Pourquoi l'amour, le vrai amour ennuyeux et sûr, te semblait être un bruit de fond? Mais maintenant, je sais. Elle s'est agrippée à la coudoir comme s'il pouvait l'ancrer à la version de moi qu'elle avait l'habitude de manipuler. Celui qui lui aurait pardonné si elle avait juste pleuré assez fort. Cet homme n'était pas là. Tu m'as montré qui tu es, dis-je calmement. Et plus important encore, tu m'as montré qui j'étais. Un bouche-trou, une roue de secours, un supporter silencieux pendant que tu jouais le premier rôle dans ton propre drame. Les larmes sont finalement venues. De vrais sanglots. Pas théâtraux, réels, mais trop tard. J'ai fait glisser le stylo sur la table. Tu peux signer maintenant ou plus tard, mais ça va se faire. Greg, s'il te plaît, Alta TL. Je t'ai déjà tout donné, et tu as regardé ça comme si ce n'était rien. Alors maintenant, je te donne ce que tu as demandé. Je suis allé à la porte, je l'ai ouverte et je me suis arrêté, la main sur le cadre. Tu n'auras jamais à te demander où je suis allé, dis-je. Regarde juste le papier. Tu as écrit la fin toi-même. La maison n'a pas fait un bruit quand je suis parti. Pas de porte qui claque, pas de valise emballée près des marches, pas même le bourdonnement d'un lave-vaisselle pour combler le silence. Juste elle, toujours assise dans cette chaise, serrant toujours le bord de ce dossier en manille comme s'il s'agissait d'une relique d'une vie qu'elle pensait pouvoir conserver. Avec des larmes de crocodile et des excuses tardives, je n'avais pas besoin de dire au revoir. J'avais déjà dit tout ce qui comptait, et la plupart de ce qui faisait mal avait été dit bien avant que j'ouvre ce dossier. Je suis sorti dans l'aube fraîche, le ciel barbouillé d'une lumière pâle et de néant. Ce n'était pas dramatique. Ce n'était pas triomphal. C'était libérateur. Et pas le genre de liberté dont les gens parlent en ligne avec des cocktails, des palmiers et des légendes de développement personnel. Non, c'était plus calme, plus tranchant. Le genre de silence qui s'installe quand il n'y a plus rien à débattre. Je suis monté dans mon camion, j'ai démarré le moteur et j'ai baissé la vitre. L'air froid m'a frappé le visage, net, comme un rinçage après une opération chirurgicale. Le genre dont on ne se remet pas, on apprend juste à vivre avec. Et puis j'ai sorti mon téléphone. Un message, court, final. Tes mots exacts, ça ne te plaît pas? Demande le divorce. Ma réponse, c'est fait. Regarde sur la table. J'ai appuyé sur envoyer. 3 points sont apparus presque instantanément. Elle regardait encore, espérant toujours qu'il y aurait plus. Un rebondissement, une pause, une question. Mais il n'y en avait pas. Les points ont disparu. J'ai reculé lentement, les pneus crissant sur le gravier qu'elle disait toujours devoir être remplacés. En tournant dans la rue, je n'ai pas regardé en arrière, mais je l'ai entendu. Cette porte s'ouvrant en grand derrière moi. La même qu'elle avait l'habitude de claquer comme une ponctuation. Seulement cette fois, elle s'est ouverte avec panique, pas avec pouvoir. Un grincement sec, puis des pas rapides et frénétiques sur le chemin. Je pouvais l'imaginer maintenant, pieds nus, tenant peut-être encore les papiers du divorce, les cheveux en bataille, les yeux cherchants, s'attendant à ce que je sois encore là, espérant peut-être que j'attendrais comme avant, prêt à pardonner, prêt à parler, prêt à être raisonnable. Mais elle avait 3 minutes de retard. Exactement 3 minutes. Le même temps qu'elle prenait pour sortir de notre maison comme une reine se rendant au club. Le même temps qu'elle utilisait pour se moquer de moi avec indifférence. Le même temps qu'il lui fallait pour rejeter tout ce que j'avais construit, tout ce que j'avais sacrifié, tout ce sur quoi j'avais gardé le silence, pendant qu'elle jouait à s'habiller avec la trahison. Maintenant, ces 3 minutes m'appartenaient, et je ne les lui rendrai jamais. Elle les rejouerait chaque nuit. C'est pas, le trottoir vide, le son de mon camion tournant au coin de la rue. 3 minutes qui étaient autrefois sa provocation. Maintenant, elles étaient mon écho, et à elle de vivre avec, seule.